Bonsoir tout le monde, bienvenue au Facebook Live du programme de technique d'éducation spécialisée. On est super content de vous accueillir ce soir pour vous parler de notre beau programme ici à Valleyfield. Il y en a peut-être parmi vous qui avez écouté juste avant le Facebook Live sur le Centre d'études à Saint-Constant où nous donnons aussi le programme d'éducation spécialisée. Donc, la présentation d'aujourd'hui va couvrir les deux campus à la fois. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Mélanie Riendeau. Je suis la coordonnatrice du programme ici à Valleyfield et je vais laisser mon collègue se présenter. Bonsoir, mon nom est Jérémy Daou. Je suis enseignant ici au département de technique d'éducation spécialisée au Collège de Valleyfield. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et d'être votre co-animateur pour ce Facebook Live sur notre super département. Oui, on va co-animer ensemble. Et là, vous voyez, on est avec Mathé, notre super mascotte. Mathé, c'est pour la matériathèque du département d'éducation spécialisée. Donc, on va y aller à la matériathèque tantôt. Mais en fait, Mathé, elle tient notre micro présentement pour éviter les contacts. Donc, on vous la présente. Elle est là avec nous pour toute la durée du Facebook Live. Elle fait preuve d'une grande écoute. Ah oui, très, très à l'écoute. Voilà, une chance qu'on l'a. Une chance qu'on l'a, tout à fait. Donc, pour la présentation, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fond, on va passer environ 30 minutes ici. C'est notre local, notre labo qu'on appelle le fameux G130, ici au Collège de Valleyfield, devant notre superbe mural d'éducation spécialisée. Donc, c'est une de nos classes. Donc, on va faire 30 minutes à peu près, Jérémy, ici, on fait ça. Après ça, on va aller à la fameuse matériathèque et on va pouvoir avoir une période de questions après, à la fin, pour répondre à vos questions. Mais en même temps, si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire et on va y répondre à peu près à mi-parcours. Donc, voilà pour le déroulement de la rencontre. C'est moi qui commence, dans le fond, aussi, pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est l'éducation spécialisée. Parce que, en fait, quand on veut s'en venir en éducation spécialisée, bien, des fois, on a entendu parler, mais des fois, c'est flou un peu. On est conscient que parmi vous, présentement, il y a des étudiants, c'est sûr, probablement de secondaire 5, des parents, mais peut-être des gens aussi qui veulent faire une réorientation de carrière, ou un changement de programme au collégial, ça se peut aussi. Donc, dans le fond, on va commencer par vous dire simplement qu'est-ce que c'est l'éducation spécialisée. Dans le fond, quand on est un TES ou une TES, comme on dit souvent dans le jargon, il faut avoir le goût d'aider les gens. Peu importe quel type de personne, si je peux dire ça comme ça, avec toutes sortes de difficultés très, très variées. Jérémy va vous en parler tantôt, fait que je ne veux pas trop empiéter là-dessus. On va vous parler des milieux d'intervention, des types de clientèle, des types d'emploi, tout ça, là. Mais c'est ça, il faut avoir le goût d'aider des gens. Fait que si vous êtes là, on suppose que c'est parce que vous avez le goût d'aider des gens. Et bien, dans le fond, qu'est-ce que ça fait un TES de manière vraiment, vraiment générale? Ça soutient des gens qui ont des difficultés d'adaptation, ça les accompagne dans toutes sortes de contextes de vie, je pourrais dire ça comme ça. On parle souvent du fameux vécu partagé, là, ça va revenir, là. Donc, dans toutes sortes de milieux d'intervention. C'est ça, principalement. Et ça, c'est vraiment le rôle général. Et je voudrais juste ajouter, avant de passer la parole à Jérémy, que quand on est en éducation spécialisée, en fait, souvent les gens qui vont s'en venir dans notre programme, c'est souvent des gens qui vont nous dire « ben moi, je suis ici parce que j'aime ça écouter les gens ». OK? Fait que ça prend certaines qualités de base un petit peu pour être en éducation spécialisée, pour faire ce travail-là sur une longue période de temps par la suite. Donc, c'est sûr, l'écoute envers des gens qui viennent se confier et qui ont des difficultés d'adaptation. Je dirais l'ouverture d'esprit, beaucoup, hein? Oui, parce que là, on va travailler avec des gens qui ont vraiment des multiples problématiques. On peut aller des tout petits enfants jusqu'aux personnes âgées, passant par les ados, les adultes, là, on va en reparler. Donc, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'empathie, donc d'être capable de se mettre à la place de la personne qui vit des difficultés. Donc, être à l'écoute, se mettre à la place, c'est vraiment la base pour établir une bonne relation d'aide. Puis, je dirais aussi la créativité. Tu es d'accord avec moi, Jérémy? Absolument, je suis d'accord que la créativité fait partie, pas nécessairement des outils, mais également de qualité intrinsèque qu'on recherche chez nos futurs éducateurs spécialisés. Oui, parce que Jérémy, c'est ça, va vous parler plus de l'intervention, là, fait qu'on s'en va vers ça, mais la créativité, là, c'est sûr qu'on la travaille beaucoup dans le programme en éducation spécialisée. Fait que des fois, les gens disent « Ouais, mais je suis pas si créatif que ça, j'ai pas plein de bonnes idées », mais on le pratique beaucoup dans nos cours parce que quand on est un éducateur ou une éducatrice spécialisée, mais c'est sûr qu'on est amené à bâtir des outils, bâtir des activités, repenser certaines façons de faire. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, là. La créativité, elle doit être là pour vraiment faire avancer les choses. Donc, je dirais là que c'est vraiment les qualités de base. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, il y a des bonnes chances que vous soyez de bons candidats pour venir en éducation spécialisée.
Alors, je te laisse la parole, chers collègues, pour la suite. Bien, merci Mélanie, c'est très bien dit. Puis j'ajouterais que ces qualités-là, oui, il faut sentir qu'elles nous habitent, mais il faut surtout avoir envie aussi de les développer. Parce qu'effectivement, c'est vrai que des fois, on se dit oui, je me sens empathique, mais créatif, peut-être pas tout à fait. Mais si vous avez envie de le développer, bien, ça va faire partie de notre programme de formation de vous aider à développer ces savoir-être-là. Je vais vous parler davantage du cœur de l'intervenant, en fait, de l'éducateur spécialisé, de son champ de compétences, de ce qu'il fait au quotidien, plus précisément. L'éducateur spécialisé, d'abord, c'est un intervenant qui est psychosocial, hein? Donc un intervenant qui va observer, qui va évaluer, qui va animer. Bref, il va vraiment s'intéresser au quotidien de la personne. Et ça, je pense qu'il faut retenir ça, Mélanie, là, un intervenant au cœur du quotidien de la personne, parce qu'il va s'intéresser vraiment à tout ce qui est, toutes les difficultés d'adaptation, les forces, les défis dans le quotidien. L'éducateur spécialisé va s'intéresser pour les personnes, pour un ensemble de personnes. Donc, souvent, on va dire que c'est un intervenant qui est généraliste. Hein? Et des fois, on me dit, bien, Jérémy, je vais être un éducateur spécialisé en quoi? On ne sera peut-être pas nécessairement à la fin des 3 ans ou des 4 ans du programme de formation spécialisé, surspécialisé avec une clientèle particulière ou une problématique particulière. Mais vous allez être spécialisé pour intervenir auprès des personnes qui ont une difficulté d'adaptation. Habile, polyvalent, c'est ce qu'on recherche à développer chez nos étudiants pour qu'à la fin de votre cheminement, à votre diplomation, que vous ayez tous les outils pour être polyvalent, pour intervenir pour quelques clientèles. Et bien sûr, qui dit clientèle, dit milieu. Je vais en parler un petit peu plus tard. L'éducateur spécialisé, fondamentalement, c'est un intervenant qui travaille en équipe. Donc, ce n'est pas un travail de solo et ce n'est peut-être pas pour les personnes qui tiennent absolument à travailler de leur côté, en vase clos. En vase clos, non. En silo non plus. Donc, on cherche des personnes qui sont intéressées à travailler en équipe et qui veulent plus tard travailler en équipe avec leurs collègues. Donc, il va partager, il va collaborer, il va soutenir, il va, dans le fond, vraiment toujours travailler en équipe avec ses collègues, mais aussi avec le réseau de la personne. Parce que parfois, nos usagers ou nos clients, comme on dit, ce n'est pas nécessairement seulement l'enfant qui a des difficultés, l'adolescent qui a des difficultés, mais ça peut être aussi le parent qui doit aider son enfant. Ça peut être le conjoint qui doit aider sa conjointe qui a une déficience physique. Ça peut être les enfants d'une personne âgée. Donc, le réseau de la personne, pour nous, c'est extrêmement important. De former des éducateurs spécialisés qui vont être à la fois aptes pour faire des interventions directes auprès des usagers, mais également auprès de leur réseau. Je pourrais enchaîner aussi que l'éducateur spécialisé, et ça Mélanie en a parlé tout à l'heure, va utiliser ses savoir-faire, ses savoir-être, donc toutes ses habiletés qu'il va développer chez nous et ses qualités, ses attitudes, mais avec la créativité et je dirais aussi de l'audace, de l'innovation. Dans notre métier, il faut souvent sortir du cadre et souvent, les solutions ne sont pas dans des livres, ce n'est pas un travail de recettes, de problème égale solution. Il faut parfois avoir à les inventer, nos solutions. Donc ça, c'est important. La part créative, ce n'est pas tant juste pour le côté artistique, ce n'est pas nécessairement de ça qu'on parle, quoique il y a de la place à l'art en éducation spécialisée, je suis convaincu de ça, mais c'est aussi dans la capacité d'innover, d'avoir de l'audace dans nos moyens d'intervention. Ce n'est pas comme un psychologue en entrevue qui va voir, dans le fond, des clients, des personnes au jour le jour. Il va être davantage un accompagnateur auprès de la personne dans son quotidien. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut saisir que l'éducateur spécialisé est au cœur de l'action de la personne. Donc, pas juste le quotidien, mais l'action. Donc, il va être avec la personne pendant son activité, en classe, dans son loisir, dans son insertion professionnelle. Bref, il va vraiment, dans le fond, accompagner la personne dans ses habitudes de vie. Les usagers maintenant, la clientèle, moi, je pense que ça fait partie un peu de la richesse de l'éducation spécialisée. Elle est aussi variée qu'il y a de milieux. Donc, on parle d'une clientèle au niveau de l'âge de 0 à 100 ans, si on peut utiliser cette expression-là. Les problématiques et les difficultés d'adaptation, dans le fond, sont autant diversifiées, comme je l'ai dit, et ça fait partie vraiment d'une richesse. Puis je veux juste ajouter, Jérémy, souvent, là, moi, ce que je me rends compte au fil des années avec les portes ouvertes, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent du secondaire qui viennent nous voir, puis qui s'imaginent qu'un éducateur spécialisé, c'est seulement pour travailler avec des jeunes puis en milieu scolaire. Puis
Bien, c'est vraiment pas juste ça. Parce que oui, il y en a plein. Puis sûrement, si vous êtes présentement là, au secondaire, vous envoyez des TES dans vos écoles, mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Puis je pense que c'est vraiment ce qui fait la beauté de l'éducation spécialisée. C'est tout à fait normal parce que dans le fond, on a nos perceptions et souvent, l'éducateur spécialisé, on l'a vu à l'école. Moi, j'ai travaillé longtemps en réadaptation, en déficience physique, donc auprès d'adultes, de personnes. Et quand je me présentais à leur chambre, sur leur unité, et que je leur disais que j'étais éducateur spécialisé, ils me regardaient et ils me disaient un éducateur spécialisé, ça n'intervient pas pour les enfants. Ça intervenait pour mon enfant à l'école. Donc, ça demandait un peu si j'allais pas. Oui, mais ils ne voyaient pas ça pour eux. Ils ne voyaient pas ça pour eux, alors que c'est vraiment pour vraiment un ensemble de personnes qui ont des difficultés. Parlant de difficultés, on peut intervenir sur des difficultés qui sont des fois un petit peu plus précises, circonscrites, donc des difficultés psychologiques, des peines d'amour, des deuils, gérer une crise. Donc, ça peut arriver aussi là, que l'intervenant doit être habilité à décontaminer, pacifier une crise, résoudre des conflits. Donc, vous allez devenir des champions pour résoudre des conflits dans les écoles, par exemple. D'autres auront des besoins un peu plus soutenus, donc un peu plus constants dans le temps. Par exemple, les clientèles qui présentent une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience physique, un trouble de comportement plus grave, un trouble d'attachement, des troubles de santé mentale, des démences. Donc, ici aussi, on voit que l'éducateur peut accompagner à plus moyen terme, si je peux dire. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'intervention, également, c'est plutôt varié. Puis encore là, je veux juste ajouter une petite affaire. Des fois, les étudiants, ils nous demandent, quand ils viennent dans les portes ouvertes, quand on peut les faire au collège, ils vont nous dire ouais, mais mettons, moi, je voudrais travailler avec des jeunes qui ont une problématique de délinquance. Je peux-tu venir en éducation spécialisée ou je suis mieux d'aller vers la technique en intervention délinquance? On peut faire les deux, mais c'est sûr qu'en éducation spécialisée, on va voir plus large. Donc, quand l'étudiant va finir son programme, quand il va être diplômé, bien oui, il va pouvoir aller travailler avec une clientèle en déficience ou en délinquance, peu importe, mais si après quelques années, bon, ben, je sais pas, là, après 5-10 ans, il n'a plus le goût de travailler en centre d'accueil avec des ados, bien, il pourra aller en scolaire ou en milieu communautaire ou avec les personnes âgées. Ça aussi, c'est vraiment intéressant, là. Tout à fait. Donc, on ne fait pas un choix, on ne choisit pas un chemin à la fin du programme en éducation spécialisée. Et de toute manière, peu importe le programme qu'on choisit, une fois qu'on arrive sur le marché du travail, bien, il y a toujours de la formation continue aussi là, qui sera nécessaire. Donc, on ne prétend pas former des experts à la fin qui n'ont plus besoin de formation parce que dans notre métier, la science évolue rapidement, les pratiques évoluent aussi rapidement. Donc, on vous sensibilise aussi au fait de devoir faire une formation en continu une fois inséré dans le marché du travail. Un petit mot peut-être sur les milieux de travail comme tels, parce que là, peut-être que ça va vous dire davantage si je vous parle d'école primaire, école secondaire, donc des centres de services scolaires, les centres de réadaptation, comme les centres jeunesse, qui vont recruter quand même beaucoup d'éducateurs spécialisés pour leurs services, centres de réadaptation en déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Maintenant, elles sont intégrées des CIS et des CIUS. Et lorsqu'on intègre un CIS ou un CIUS à la fin, bien, on a accès à plusieurs débouchés, plusieurs programmes, d'où l'importance de miser sur la polyvalence. Les centres de réadaptation en dépendance, donc pour dépendance alcool, jeu, drogue, donc tous ces types de dépendances-là. Les CLSC peuvent aussi recruter en éducation spécialisée pour les services en enfance, en famille, les centres d'hébergement, donc les CHSLD, ou des résidences privées. Le vieillissement de la population oblige le fait que nous avons besoin d'intervenants pour leur venir en aide. Les éducateurs spécialisés ne font pas exception. Donc, si vous êtes intéressé pour la personne âgée, je pense que c'est un bon choix de carrière là, pour évoluer auprès de cette clientèle. Les milieux de garde pour les enfants, comme les CPE, les organismes communautaires qui vont chapeauter et qui vont intervenir auprès de différents fronts, différentes clientèles, notamment en santé mentale, en toxicomanie. Violence conjugale. Violence conjugale. Donc, on en a beaucoup, le spectre est large. Alors, pour les organismes communautaires, font partie des débouchés. Et je dirais même aussi, de plus en plus, la pratique privée. On voit des éducateurs spécialisés, et ça émerge tranquillement, qui vont offrir leurs services au niveau du coaching familial, qui vont offrir leurs services au niveau de la stimulation du langage en collaboration avec les orthophonistes. Donc, il y a de la place aussi à la pratique privée en éducation spécialisée.
Je terminerai, Mélanie, aussi en disant que pour nous, hein, c'est pas juste, dans le fond, dans l'ensemble des compétences qu'on veut vous faire développer. On cherche beaucoup à ce que vous soyez habile pour utiliser l'activité hein, comme moyen d'intervention. Donc oui, être capable d'intervenir en relation d'aide, d'avoir toutes sortes de savoir-faire pour ça, mais l'activité fait vraiment partie du moyen d'intervention qui est privilégié pour accompagner nos personnes. Donc, on va vraiment vous sensibiliser, vous enseigner comment élaborer une activité, comment faire en sorte pour qu'elle réponde aux besoins de la personne finalement, parce que c'est pas juste d'animer une activité parce que oh, ça a l'air divertissant, ça a l'air le fun, c'est aussi qu'elle réponde à un besoin précis chez la personne. Et effectivement, comme je l'ai dit, d'être capable d'animer une activité de groupe, individuelle. Donc, les capacités d'animation sont également à développer chez nos étudiants. Je terminerai aussi en disant qu'en éducation spécialisée, on travaille avec une clientèle qui vit des difficultés quand même parfois assez lourdes et ça peut se répercuter nous-mêmes sur notre propre équilibre, notre équilibre affectif, mental. On a une attention particulière aussi pour protéger son intégrité par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose pour lequel nous, on est sensibilisés, qu'on trouve important pour faire en sorte que vous soyez aptes pour intervenir au quotidien auprès de ces personnes-là. Mélanie? As-tu des questions, Véronique? Oui, on nous demande si la présentation que vous faites aujourd'hui peut fonctionner pour l'AEC en éducation spécialisée. Est-ce que c'est le même contenu? Bien, là, j'arrive justement, je vais parler de tout ce qui est question des cours dans notre programme. Donc, nous, on travaille au DEC, donc au diplôme d'études collégiales, ici au Collège à Valleyfield, mais il y a effectivement la formation continue aussi au collège. Donc, la différence dans les deux, là, c'est que, bon, tous les cours de formation générale, ils ne sont pas dans le cursus là, au niveau de la formation continue, mais c'est exactement la même formation spécifique. Donc, les cours d'éducation spécialisée, là, c'est vraiment les mêmes. C'est là que je m'en vais. Donc, j'arrive là, je m'en viens parler de ce que c'est le programme. Donc, c'est sûr que je vais parler aussi là, des cours de formation générale, mais si c'est la formation continue qui vous intéresse, sachez que vraiment la formation que je vais dire spécifique, c'est la même. C'est sûr, par contre, au niveau des demandes d'admission, tout ça, ça ne fonctionne pas de la même façon. Ça ne sera pas au 1er mars, le SRAM et tout ça. Là, ça va être directement avec la formation continue au collège qu'il faut aller regarder pour ces informations-là. Donc, j'y arrive. Mais j'ai juste une question, Jérémy, avant. Dis-moi donc, y a-t-il de la place pour les gars en éducation spécialisée ou c'est juste une job de filles? Si on a décidé, Mélanie et moi, d'être ensemble aujourd'hui, c'est aussi pour faire un appel aux garçons. Donc, on est complémentaires aujourd'hui, mais pas juste à cause de la couleur de notre chemise et de notre fleurie, mais également pour lancer un appel aux garçons, aux hommes qui sont intéressés par la profession d'éducateur spécialisé. Tantôt, on parlait de perception et des fois, on entend « Ah, ben moi, je pensais que ça travaillait seulement avec les enfants. » Ceci dit, un éducateur spécialisé peut bien travailler avec les enfants, on en a besoin. Mais je suis convaincu que vous pouvez trouver, les gars, une niche à vous, une clientèle, vraiment dans le fond, une zone de confort où est-ce que vous pourriez apprendre et être très valorisé. Et je pense que dans notre milieu, pour nos usagers, la présence masculine est toujours appréciée et toujours complémentaire. Il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Et puis nous, on se le fait demander là, quand c'est le temps du placement des stages, avez-vous des gars? Parce qu'il y a des gros besoins en intervention. Là. Il y a des gros besoins de garçons dans les milieux d'intervention. Donc, si vous venez en éducation spécialisée puis ça colle à vous, tout ce qu'on est en train de dire, bien, c'est sûr que vous allez trouver votre place. Voilà. On est rendu à parler justement du programme. Oui. Donc, c'est ça. Dans le fond, je vais vous expliquer vraiment de manière générale à quoi ça ressemble quand on intègre le programme en éducation spécialisée. Donc, on est dans une technique. Hein? Une technique, normalement, c'est 3 ans, comparé à du préuniversitaire qui est 2 ans. Quand on fait un préuniversitaire, normalement, c'est pour aller à l'université par la suite, tandis que lorsqu'on fait une technique, normalement, bien, je dis normalement, on peut aller à l'université si on veut, mais il y a beaucoup de gens qui vont directement aller sur le marché du travail par la suite. Donc, on est là pour 3 ans. Il y en a parfois des étudiants qui vont décider de faire leur cheminement sur 4 ans pour alléger un petit peu leur session. Ils décident ça des fois en début de parcours ou après 1 an. Puis, bien, c'est ça, ils vont faire en 4 ans. Puis, pour eux, c'est plus facilitant de cette façon-là. Donc, c'est à eux de choisir cette voie-là. Donc, la formation au collégial, comment ça fonctionne? Quand tu es un étudiant au DEC, que tu sois au préuniversitaire ou à la technique, il y a la formation générale. Donc là, on parle de 4 cours de français, de 3 cours de philosophie, de 3 cours d'éducation physique, de 2 cours d'anglais
et d'un cours complémentaire. Donc ça, c'est pour tous les étudiants qui font un DEC partout au Québec dans le système collégial. Donc, ça prend ces cours-là. Et après, bien, on rentre dans ce qu'on appelle la formation spécifique en éducation spécialisée. Là, c'est sûr que c'est pas juste la formation générale au début, puis après le spécifique. Tout est mélangé à l'intérieur des sessions. Donc, normalement, quand on fait sur 3 ans, on a 6 sessions. Et on a, bon, la formation générale là-dedans. Formation spécifique, qu'est-ce qu'on voit? Dans le fond, là, Jérémy vous a parlé là, de vraiment toutes sortes de clientèles qu'on appelle, nous, en éducation spécialisée. Donc, on a des cours vraiment là, très, très spécifiques où on va parler, on a intervention en déficience intellectuelle ou avec les personnes âgées, on a avec les enfants et les adolescents, en santé mentale, en toxicomanie, en exclusion, en violence, on a des cours de stimulation du langage. On a aussi des cours qui sont vraiment plus axés sur l'animation. Tu as parlé de l'importance de l'activité comme moyen d'intervention, donc vraiment l'animation d'activités, planifier des activités, développer des outils cliniques, plus les animer. On a un cours d'animation de groupe aussi. Et, un cours de communication aussi, capacité de travailler en fait, équipe. Tout à fait, la communication puis la relation d'aide aussi, qui est très, très importante. Tantôt, Jérémy a dit, c'est sûr que on n'est pas en train de former des psychologues, là. Donc, le travail d'éducateur spécialisé, c'est pas d'être dans un bureau à recevoir des gens en individuel, faire des évaluations et de la relation d'aide uniquement là, individualisée, sauf que il y a quand même de la relation d'aide qui peut se faire de toutes sortes de façons là, quand on est un éducateur ou une éducatrice spécialisée. Donc, on a ces cours-là aussi dans le programme. On a des cours aussi qu'on appelle, qui sont avec les disciplines contributives, donc qui sont donnés par des enseignants de sciences humaines. Donc, on a 2 cours de psychologie et un cours de sociologie aussi dans le programme. La beauté aussi qu'on a à Valleyfield, c'est qu'on a 3 stages. Ça dépend des cégeps, mais nous, on a 3 stages depuis plusieurs années. Donc, on a un stage à chaque année, en 2e session, en 3e session et en 6e session. Donc, les étudiants, ils finissent leur formation par un stage, ce qui souvent va leur donner l'opportunité d'aller travailler dans ce milieu-là par la suite. Comme je disais, il y a 2 campus. Hein, maintenant, on est à la 2e année avec le campus de Saint-Constant. Donc, on a, habituellement, quand les étudiants entrent dans le programme, on accueille 2 classes ici, 2 classes à Saint-Constant. Ça m'amène à vous parler, dans le fond, en même temps, des conditions d'admission. En fait, pour entrer en éducation spécialisée, il faut avoir réussi, il faut avoir en main son diplôme d'études secondaires. Donc, avec ce que ça prend comme préalable, mais il n'y a pas de préalable spécifique comme si on va en sciences de la nature, là, par exemple. Donc, on regarde pour une moyenne d'environ 72 et plus au secondaire, parce qu'on est quand même un programme contingenté, il y a beaucoup de demandes, donc c'est sûr que la manière que ça fonctionne, ben, c'est avec les notes pour l'admission. Et dans le fond, ben, c'est ça, on accueille à peu près, je dirais 70-72 étudiants en première année à Valleyfield et le même nombre à Saint-Constant à chaque année. Donc, on a des profs qui travaillent sur les 2 campus, donc on est une équipe là, qui se partage cette tâche-là. Ce que je veux dire aussi, dans le fond, on s'était dit, il ne faut pas oublier de parler du après. Oui. Parce que, dans le fond, quand on fait le DEC en éducation spécialisée, on peut s'en aller sur le marché du travail. Puis comme Jérémy l'a super bien dit tantôt, on vise à former des étudiants qui vont être polyvalents, qui vont être des TES vraiment prêts à travailler avec toutes sortes de clientèles dans plein de milieux diversifiés. Mais il y en a beaucoup aussi de nos étudiants qui vont aller à l'université par la suite. Donc, on tient à vous le préciser parce que des fois, les étudiants disent, bien, si je vais aller à l'université, je ne ferai pas une technique parce que je vais aller à l'université. C'est vraiment un choix personnel rendu là. C'est sûr qu'une technique, c'est une année de plus, mais en même temps, on sort avec un diplôme qui nous amène à être prêt à travailler, à intégrer le marché du travail tout de suite. Donc, vous pourriez très bien aller par la suite en psychoéducation, en travail social, en enseignement en adaptation scolaire, en criminologie. C'est large, là. Et, bien, si vous avez déjà votre diplôme en éducation spécialisée, bien, vous pouvez tout de suite là, travailler dans le domaine, même pendant les études au cégep, je dirais. Hein, parce que, y a-t-il des gros besoins présentement? Il y a toujours des gros besoins. Et même, et des fois, il faut faire attention parce que quand on étudie, ben, il faut toujours prioriser nos études et, parce que le travail ne manque pas.
Mais tout à fait. Et puis, je dirais que les formations universitaires, comme tu dis, sont assez variées. Oui. Et il me semble que pour un employeur, de voir un bac dans une discipline en adaptation scolaire, en psychoéducation, en travail social, combiné avec un DEC en éducation spécialisée, je peux vous dire que ça vous donne quand même une bonne longueur d'avance et Oui. un bel atout dans votre CV. Tout à fait. Tout à fait. Puis, avant qu'on change d'endroit, parce que là, on va vous emmener dans pas très longtemps à la matériathèque, mais je veux juste vous parler du taux de placement. En fait, en éducation spécialisée, c'est pratiquement de 100%. Parce que, comme on vient de le nommer, il y a tellement de besoins dans le réseau de l'éducation, santé, services sociaux, que, dans le fond, nos étudiants ont déjà des emplois quand ils sont aux études, qui combinent avec leurs études, puis qui continuent souvent par la suite, même s'ils vont à l'université, comme je disais tantôt. C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on sort du cégep après 3 ou 4 ans, puis qu'on a tout de suite un 40 heures avec une permanence assurée. Là, c'est pas dans ce sens-là, mais souvent, les étudiants, quand ils vont terminer, vont peut-être combiner 2 emplois jusqu'à temps d'avoir vraiment quelque chose qui leur convient à 100%, mais c'est sûr qu'on a vraiment beaucoup d'employeurs qui nous envoient des offres à toutes les semaines parce qu'il y a des gros besoins. Là. Puis, on a regardé pour le salaire juste avant de s'en venir parce qu'on voulait être certain d'avoir les dernières données. Et tu dirais que c'est quoi, Jérémy, principalement? Premier échelon, 23 de l'heure, mais attention, il y a 12 échelons. Et là, on est dans le secteur public. Donc, on parle d'un poste, d'un travail qui est fait soit, par exemple, dans une commission scolaire, centre de services scolaires, dans un centre de réadaptation, donc dans le secteur public. Donc, à peu près entre 23 et va plafonner aujourd'hui environ 33 et quelques dollars. Donc, c'est le salaire, là, dans le fond, les données qui sont actuelles présentement. Oui, les plus récents, tout à fait. Je pense qu'on a des questions. Oui, on a 2 petites questions. La première concerne les stages. On nous demande, est-ce qu'on a la possibilité de choisir où on peut les faire quand on étudie en éducation spécialisée? Je vous dirais que oui, quand même. On laisse de la latitude aux étudiants. Ils peuvent nous manifester leurs intérêts, ça c'est certain. Par contre, c'est sûr que des fois, les étudiants sont intéressés par un type de milieu. Ça ne veut pas dire que ce milieu-là veut prendre des étudiants cette session-là. OK, ça c'est quand même des réalités avec lesquelles on fait affaire. On a 3 stages, comme je disais tantôt. Donc, notre premier stage se passe à la 2e session, donc à l'hiver de la première année. Là. Je ne veux pas trop mêler, là, mais c'est ça. Donc, en 2e session, pour nous, c'est un stage de groupe. Donc, en petits groupes, les étudiants vont en stage dans des milieux d'intervention. Et après ça, le 2e stage, les 3 jours semaine, donc à la session suivante qui est la 3e session. Donc là, les étudiants ont plus de latitude un petit peu pour leur choix. Parce que quand c'est le stage de groupe, ben, là, on a des milieux un peu plus prédéterminés. Mais après ça, 2e stage et 3e stage, là, on essaie vraiment le plus possible de respecter les choix des étudiants parce qu'on sait que c'est leur stage final, puis souvent, ils vont avoir le goût de travailler dans ce milieu-là par la suite. Voilà. Y avait-il d'autres questions? Merci. Oui, il y avait une autre question. On nous demandait quelles étaient les différences entre le TES et le psychoéducateur au niveau de leur rôle et intervention? Oui. C'est une bonne question, Mélanie. Je dirais que ça dépend des milieux de travail. Oui. OK, c'est sûr que si vous travaillez dans un milieu communautaire, ça se peut que tous les intervenants aient le même titre. Donc là, ça va se ressembler. Mais si on prend un milieu scolaire, par exemple, ou en centre jeunesse, souvent l'éducateur, ce qu'on va se faire dire le plus, puis ce qu'on connaît le plus, nous aussi, parce qu'on va dans les milieux voir nos stagiaires, là, c'est que l'éducateur va être vraiment terrain, il va être plancher. Hein? Il va être avec la clientèle directement dans l'action, tandis que souvent les psychoéducateurs vont faire plusieurs évaluations. Ils vont faire des rencontres en individuel aussi, ils vont faire des suivis à plus long terme, mais le côté vraiment là, de l'élaboration du plan d'intervention, le psychoéducateur est vraiment amené à faire beaucoup de rédaction. Le TES va participer, mais après, ça va être vraiment lui, très souvent, qui va aller vers la clientèle, puis faire en sorte que le plan d'intervention soit directement appliqué dans le milieu. Fait que, si on veut être en contact avec des gens, l'éducation spécialisée, là, terrain, là, c'est pas mal l'emploi où il y en a le plus de contacts. Tout à fait. Puis en psychoéducation, effectivement, il y a un mandat d'évaluer. Je ne dis pas qu'en éducation spécialisée, on n'évalue pas, mais il y a de l'évaluation, je dirais un peu plus diagnostique, un peu plus psychosociale, psychoéducative qu'on va faire. Peut-être un petit peu moins en éducation spécialisée pour effectivement accorder un peu plus de temps et d'énergie à l'intervention au terrain. Ceci dit, il y a beaucoup de milieux où est-ce que les éducateurs spécialisés et les psychoéducateurs travaillent ensemble aussi, donc en interdisciplinarité. Donc souvent, dans le fond, la richesse, c'est de travailler ensemble.
Véronique? Oui, c'est populaire, ça fonctionne bien. Il y a des questions en clavardage qui nous arrivent. On nous demande, c'est une question double en fait, deux personnes différentes, mais on parle des AEC. Donc, on nous demande à quoi ressemble l'horaire durant la formation de l'AEC versus le DEC et est-ce que l'accès aux emplois est le même avec le DEC et avec l'AEC? C'est souvent des questions qu'on reçoit aussi. Je vais répondre, c'est correct. Donc, dans le fond, la première question, c'est l'horaire. Quand on est au DEC, en fait, on est à temps plein. Donc, c'est sûr que des fois, on a des étudiants qui ont déjà fait un autre programme avant, mettons des sciences humaines ou peu importe. Donc, ils ont déjà fait de leur formation générale. Là, c'est un petit peu plus allégé leur horaire. Mais sinon, on est à 7-8 cours par semaine. C'est des cours de 3 ou 4 heures. Au collégial, c'est très différent du secondaire. Donc, mettons, on a un cours le lundi, le mardi, puis ça se répète comme ça. C'est pas des cycles de 9 jours. Là. C'est vraiment du lundi au vendredi. Et c'est ça, on est là à temps plein, donc on peut avoir des trous dans notre horaire dans la journée, mais c'est quand même ça. Tandis que l'AEC, c'est très, très différent. Si je reviens au DEC, là, je m'excuse, je ne reviens pas en arrière, mais c'est du mois d'août jusqu'au mois de mai, OK? Donc 2 fois 15 semaines les sessions. L'AEC, c'est très différent. Donc, nous, on n'est pas à l'AEC, mais je peux quand même répondre. Là, c'est, des fois, ça va être à temps plein, des fois, ça va être à temps partiel. Quand c'est à temps plein, c'est souvent plus condensé. Donc, ils vont faire ça, mettons, comme sur 20, 22 mois, mettons 2 ans maximum. Puis, il va y avoir des cours aussi l'été. Là. Les sessions vont rouler. Tandis que on en a vu déjà des AEC à temps partiel, vraiment, là, de soir. Donc, puis là, vous pouvez prendre 4 ans à faire l'AEC. Donc, ça, c'est très, très différent. Il faut s'informer à la formation continue pour voir un peu quand est-ce que commencent les AEC, puis sous quelle forme, à chaque fois, ça va se dérouler. Au niveau des débouchés, parce qu'il y avait cette question-là aussi, je dirais que ça dépend Excuse. des employeurs, hein, Mélanie? Oui. Ça dépend beaucoup des employeurs parce qu'un DEC, c'est un DEC, une AEC, c'est une AEC, c'est différent. Donc, il y a des employeurs qui pourraient exiger le DEC en éducation spécialisée pour embaucher leur main-d'œuvre d'éducateurs spécialisés. Il y en a d'autres qui pourraient assouplir en disant qu'ils reconnaissent l'attestation d'études collégiales pour avoir le titre d'emploi. Tu me le dis, dans le fond, si tu veux compléter, mais ça va dépendre beaucoup des employeurs. Mais je dirais, dans la région ici, tu sais, on a comme, mettons, 3 commissions scolaires un peu plus près, là, puis c'est différent. Il y en a qui vont prendre l'AEC, puis il y en a qui vont exiger le DEC pour travailler comme TES. Donc, ça dépend vraiment des endroits. Tu avais la bonne réponse. Donc, ce n'est pas accessoire d'avoir le DEC, c'est un enrichissement. Ben non. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Véronique? Pour le moment, ça va? Ça va? On fait le tour? Super. Donc là, on va mettre nos masques. Hein, parce que là, on s'en va à la matériathèque. Donc, on va se déplacer. Donc, c'est moi qui pars avec ma thé. Oui. Alors, suivez-nous. On est-tu correct? On va bien. Bienvenue à la matériathèque. Donc, on a déposé Mathé entre nous avec son petit micro, comme je disais tantôt. Mais c'est ça, on est à la matériathèque. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'il y a autour de nous. En fait, on est super privilégiés à Valleyfield parce qu'on a vraiment une belle matériathèque remplie de matériel. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mathé, là, c'est un petit jeu de mots. Donc voilà, c'est rempli de matériel. En fait, on a plus de 2000 items quand on pense aux livres et aux différents outils d'intervention. On en a devant nous aussi qu'on va vous présenter un petit peu. Donc, c'est vraiment super varié, puis on est chanceux, là. On a une super technicienne. Bonjour Julie, si tu nous écoutes. Donc, on a une super technicienne qui est toujours à l'affût des nouveautés, puis qui nous garnit la matériathèque de plein de beaux outils. On va pouvoir aussi conseiller nos étudiants dans leur recherche d'activités, d'équipements. Donc, pas seulement dans le fond pour garnir notre matériathèque, mais également pour donner un coup de main à nos étudiants. C'est tout à fait ça. Puis ici, dans le fond, c'est un espace de travail.
Les étudiants peuvent venir là, entre leurs cours, travailler et c'est ça, vraiment, prendre des livres pour des recherches ou utiliser des outils d'intervention. Ben là, je fais ça, vous ne voyez pas, je m'excuse, là, mais on va faire ça plus ici. Des outils qu'ils peuvent utiliser dans leur stage aussi. On les prend dans les cours pour les montrer, pour se pratiquer, mais dans le fond, les étudiants, quand ils sont en stage, peuvent les emprunter pour leur cours. Donc, est-ce qu'on commence un peu à les présenter? Oui, on pourrait commencer un petit peu, Mélanie, avec, par exemple, nos planches à habiller ici. Alors, on vous donnera pas tout le détail de chacun des objets, mais vraiment pour vous donner un aperçu sur avec quel matériel les étudiants vont travailler. Donc ici, on voit dans le fond des modèles pour permettre soit des enfants, des personnes âgées de travailler la motricité fine. Donc ici, on a le modèle de la fermeture éclair, le modèle des boutons enfilés et le modèle des boutons pression. Alors, ça reproduit exactement ce qu'on peut avoir là, comme vêtement. Donc, un outil pour travailler la motricité fine. Et on a un peu l'équivalent ici. Semblable ici avec des lacets. Donc, comme Jérémy l'a dit, on peut utiliser un outil comme ça avec des enfants, mais ça pourrait être aussi en déficience intellectuelle quand les personnes ont des difficultés de motricité ou avec des personnes âgées pour maintenir leurs acquis au niveau de la motricité, pardon. Donc, c'est ça parce que ça a été nommé tantôt, là, quand on est en éducation spécialisée, dans le fond, on utilise l'activité comme moyen d'intervention. Donc, c'est pour ça qu'on veut fournir beaucoup de matériel à nos étudiants pour qu'ils puissent vraiment se pratiquer, selon, dans le fond, les objectifs qu'ils ont à travailler avec les différentes clientèles avec lesquelles ils sont en stage. Tu as comme un beau minou dans les mains? J'ai un beau minou avec moi, puis mon minou, dans le fond, il est plutôt discret. Alors, je vais demander de se réveiller un petit peu. Et puis, oui, voilà, je pense qu'il bouge. Et oui, il fait sentir sa présence. Donc, à quoi peut servir un minou comme ça? Bien, encore une fois, à une pluralité de clientèle. Moi, j'ai envie de penser aux personnes âgées, souvent qui vont avoir un début de démence, donc un trouble neurocognitif, pour lesquels ils vont avoir une affection envers les animaux, quelque chose de rassurant, quelque chose qui va leur faire penser un petit peu aussi à leur mémoire autobiographique, donc ce qu'ils étaient, ce qui était important pour eux lorsqu'ils étaient enfants ou un peu plus jeunes. Donc ça peut être utile, entre autres pour ça, ou pour les enfants, des fois pour apaiser aussi une certaine agitation chez les enfants, d'avoir un minou qui va pouvoir lui permettre d'avoir aussi une stimulation sensorielle, de le toucher, d'avoir un certain réconfort. Parlant d'apaisement, peut-être qu'on peut parler d'un autre animal. Donc ici, on a, je n'ai pas dit une tortue, une grenouille. Je me suis trompée, je m'excuse. Donc, la grenouille, elle est lourde, OK? Donc, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu des outils d'intervention comme ça. Un animal lourd comme ça, ça sert souvent justement soit à calmer des enfants qui peuvent être anxieux, ou celle-là, elle vient vraiment dans un kit qu'on a dans nos outils, qui sert plus pour la concentration. Parce que, tu sais, c'est sûr, mettre cette grosse grenouille-là sur les épaules, c'est un petit peu lourd, là. Donc, pour un enfant, sur les cuisses, pour l'aider à faire ses devoirs, pour l'apaiser, pour l'aider à se concentrer, c'est vraiment un type d'outil qui sert à ça. Donc, ça, on peut l'emprunter, puis s'en servir dans une activité, par exemple. On a aussi du matériel, Mélanie, hein, oui, pour permettre à nos clientèles, donc des enfants, des adolescents, bref, à les aider un peu à mieux gérer leurs émotions, donc à les outiller pour leur habileté sociale, être capable de résoudre des conflits, être capable de se trouver des solutions lorsqu'ils vivent des émotions. Donc ici, on a une petite roulette avec de belles images et qui va permettre à donner des petits conseils à l'enfant lorsqu'il est timide et ici, lorsqu'il est triste. Oui, j'ai celle sur les peurs. Donc, ça, c'est des outils vraiment pratiques qui s'empruntent facilement, qui s'utilisent vraiment aussi très facilement en intervention, dans des discussions. Donc, oui, avec des enfants, avec des ados aussi, ça peut être intéressant. On a ici, il est tout petit, mais on en a un très gros aussi, un calmomètre. Donc, ça, c'est un outil vraiment pour regarder le niveau de stress avec une personne dans une discussion. Tu sais, à quel point tu es stressé dans une situation, mettons peut-être comme celle qu'on vit présentement, du COVID. Il y a beaucoup de situations où des jeunes sont anxieux, donc ça pourrait être pratique pour discuter justement du niveau de stress et de trouver des moyens pour le gérer. Je présenterai celui-là aussi avant qu'on aille en arrière, juste parce que, en fait, ça, c'est un outil
que des étudiants ont fait dans le cadre d'un cours qui s'appelle Activités et outils cliniques. Donc, c'est un des cours qu'on a dans notre formation qui est en deuxième session. Et les étudiants, dans le fond, sont amenés à développer un outil clinique. Et celui-là s'appelle iMotion. Donc, quand on va à l'intérieur, c'est vraiment une roulette qu'ils ont fait, avec une cuillère. Ils sont vraiment allés dans la créativité, comme on parlait tantôt. Puis ça aussi, c'est pour parler des émotions, mais vraiment plus sous forme de jeu. Puis là, en dessous, là, il y a vraiment des photos, tout ça. Là, c'est vraiment un jeu complet qui a été fait dans le cadre d'un cours. Puis que quand ils ont fini le cours, finalement, ils l'ont laissé à la matériathèque pour qu'il puisse être emprunté par d'autres étudiants dans le cadre de leur stage. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire aussi dans le cadre des cours. Et pour poursuivre un peu avec les jeux de société, pour le développement socio-affectif, on parlait de gestion des émotions, justement, impro-social, ou est-ce qu'on est peut-être plus dans des mises en situation? Donc, peut-être qu'on pourrait l'utiliser ici en centre jeunesse, en maison de jeunes, par exemple, pour donner des mises en situation à des jeunes, à savoir, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, si on te proposait, on te faisait telle proposition, qu'est-ce que tu ferais si tu vivrais telle injustice? Donc, d'être capable de faire une improvisation, mais axée sur, justement, le développement socio-affectif, donc la recherche de solutions. Voilà. On en a d'autres ici de la même série. Oui, tout à fait, mais c'est des outils un petit peu plus là, en lien avec le langage. Donc, le premier, là, c'est ça, c'est aussi du développement socio-affectif en lien avec le langage, la communication et tout ça. Puis ici, on est plus dans du développement cognitif avec les enfants pour les aider à trouver des solutions dans des situations un peu plus pointues qui peuvent être problématiques pour eux. Donc, développer un petit peu leur esprit critique. Donc, ça, c'est quelques outils. Quelques outils d'intervention qu'on a dans la matériathèque, là, parce qu'on aurait pu vous en montrer vraiment beaucoup. Puis, comme on a dit tantôt, on travaille autant avec des enfants en bas âge, en stimulation du langage ou dans des CPE, jusqu'aux personnes âgées. Donc, c'est vraiment la beauté de l'éducation spécialisée. Je pense que c'est pas mal le plus beau métier, là, l'éducation spécialisée. Je pense. Objectivement, oui. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Mais en fait, la beauté, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment le fait qu'on peut aller travailler avec toutes sortes de clientèles dans plein de milieux différents. C'est vraiment ça. Souvent, nos étudiants nous disent à la fin qu'ils sont contents d'avoir vu des stages différents, d'avoir exploré plein d'avenues pour apprendre à se connaître un petit peu plus, eux autres là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi en éducation spécialisée. Il y a une question, Véronique? Oui, j'ai plusieurs questions. Il y en a une qui est en lien avec ce dont tu viens de parler. On nous demande si le programme peut être intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas devenir nécessairement TES, mais qui veut s'en aller vers la psychologie à l'université. Est-ce que c'est un parcours possible? Ben oui. Je veux dire, c'est juste que je pense, je ne suis pas certaine à 100%, mais psychologie prend peut-être un préalable qu'on n'a pas en éducation spécialisée, mais j'ai connaissance d'étudiants qui ont déjà fait ça, donc qui étaient allés se chercher le préalable en cours complémentaire. Ouais, moi, je vérifierais les préalables au niveau des mathématiques, Mélanie, pour accéder au bac en psychologie. Mais tout à fait, je pense que ça peut être tout à fait cohérent d'avoir un cheminement vers le bac en psychologie après. Oui, tout à fait. Et là, peut-être qu'on y a répondu tantôt, mais c'est une question qui revient quand même. Est-ce que c'est possible de faire le DEC en 2 ans si jamais on a déjà complété nos cours de base ou s'il faut absolument l'étaler sur 3 ans? Non, il faut l'étaler sur 3 ans quand même parce que les stages sont à des sessions fixes. Donc, c'est certain que les sessions vont être allégées, ce qui peut être quand même assez intéressant parce que tout à fait. Tous les programmes techniques au collégial sont quand même un petit peu plus chargés là, parce que c'est sûr qu'on forme les personnes qui s'en vont sur le marché du travail. Donc, avoir des sessions allégées pour connaître plusieurs étudiants qui sont dans cette situation-là, ils aiment ça quand même, avoir des sessions un petit peu plus allégées. Mais c'est ça, il faut quand même le faire sur 3 ans à cause des stages qui sont dans des sessions fixes. Et j'oserais dire aussi, pour la personne qui choisit de faire la technique en éducation spécialisée et que son choix, lui, c'est vraiment d'aller à l'université plus tard, mais oui, il faut s'attendre à ce que les sessions soient quand même chargées parce que c'est pas parce qu'on va étudier à l'université que la personne, ça ne sera pas important qu'elle ait les habiletés, les compétences pour aller travailler. Donc, il faut s'attendre quand on rentre dans la technique, peu importe où est-ce qu'on veut aller, d'avoir quand même des sessions assez chargées. Mais nécessaire dans le fond pour acquérir toutes les compétences. Mais si effectivement on a déjà nos cours de base, ben, on peut avoir un certain allègement qui peut être plutôt bienvenu. Oui, tout à fait. Puis rapidement, on parlait tantôt d'anxiété, on parlait de COVID, on ne peut pas oublier cet élément-là. Puis on nous demande, est-ce que les cours cet automne sont donnés principalement en ligne ou il y a des cours en présentiel en TES? Bien,
on essaie d'en faire en présentiel, il y en a eu. C'est sûr que là, quand on est tombé en zone rouge, ça a été un petit peu réduit. On en a quand même encore un petit peu, mais c'est certain que la majorité des cours se passent en ligne présentement. Par contre, on aime bien ça, être en contact avec nos étudiants et on souhaite que ça revienne le plus tôt possible, mais c'est sûr qu'il faut aller avec toutes les mesures gouvernementales et sanitaires, etc., pour faire en sorte que cette pandémie s'arrête un jour. Voilà. As-tu d'autres questions, Véronique? Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Et on peut continuer de recevoir des questions si les gens veulent en poser. Là, on est Ben là oui, un tout petit à moment. fait. Ben oui, Ouais. oui, tout à fait. On peut répondre à d'autres questions. Sinon, qu'est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ben, les stages, tantôt on parlait des stages, Mélanie, puis il y avait une question qui avait été posée par le public, par les internautes, à savoir, est-ce qu'on peut choisir nous-mêmes notre stage? Je peux comprendre qu'on a des préférences de clientèle, hein, et peut-être des clientèles qu'on n'a pas envie nécessairement d'intervenir, mais c'est justement la nécessité des stages, d'aller peut-être des fois confronter des difficultés, vérifier des perceptions, parce qu'une fois rendu sur le marché du travail, il arrive des situations parce que on n'a pas trop de choix d'intervenir, peut-être avec une clientèle avec laquelle on est moins à l'aise. Parfois, c'est bien de l'avoir pratiqué, de s'être permis d'essayer des choses, de s'être permis aussi de faire des petites erreurs, parce qu'un stage, c'est permis de faire des erreurs tant qu'on apprend et qu'on est capable de les réparer, d'apprendre là-dedans. Donc, je pense que les stages, ça sert pas juste, dans le fond, à confirmer des intérêts, mais également d'aller valider des perceptions, confronter certaines difficultés. Et le fait de faire 3 stages, ça permet justement de pouvoir explorer un maximum de clientèle. Tout à fait. Puis, ce que tu parles au niveau des stages, ça m'a fait penser à d'autres choses qu'on a moins parlé là, depuis le début de la présentation. Mais c'est que nous, notre programme, depuis un certain nombre d'années quand même, on essaie de lui donner vraiment une tangente communautaire. Donc, on essaie le plus possible de faire des projets d'activité ou d'intervention avec des milieux communautaires dans la région, ici à Valleyfield ou autour, à Saint-Constant aussi, évidemment. C'est ça, que ce soit dans un cours d'intervention en déficience, en stimulation du langage. Il y en a eu plusieurs là, au fil des années. Là, c'est sûr que dans le contexte actuel, on peut moins aller dans le cadre des cours, aller dans les milieux. C'est réservé vraiment plus pour les stages, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, d'essayer de faire en sorte que nos étudiants soient le plus possible en contexte réel avec différentes clientèles dans des milieux d'intervention diversifiés. Parce que on se dit que c'est comme ça aussi qu'on apprend, puis qu'on peut vraiment développer davantage les différentes compétences. Donc, on souhaite revenir à ça dès que ce sera possible aussi. Sinon, y a-t-il d'autres questions, Véronique? On me parle de possibilités de reconnaissance de crédit pour le bac, par exemple en psychoéducation. Est-ce qu'on sait combien de cours sont crédités? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un deck bac, une passerelle? En fait, il y en a pas un deck bac, mais une passerelle avec l'Université de Trois-Rivières, donc en psychoéducation, mais c'est sûr que c'est pas tous les cours, évidemment, qui sont reconnus, c'est certain. Il y a certains cours qui peuvent être reconnus. C'est sûr qu'il faut quand même que l'étudiant ait eu des bonnes notes dans ces cours-là au collégial. Là, je ne peux pas vous sortir présentement la liste, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est principalement, je dirais, avec l'Université de Trois-Rivières que ça peut se faire. C'est quelque chose qui peut être intéressant. On en a des étudiants qui sont, après le DEC, là, qui sont allés par la suite à l'université là-bas. J'avais une question concernant les stages à l'international. Oui. Oui. Est-ce que c'est possible avec Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est possible dans la mesure où est-ce que... on peut voyager. on peut voyager. Oui. Peut-être qu'on peut parler, Mélanie, de notre histoire de stages internationaux. Oui, tout à fait. C'est juste que cette année, il n'y en a pas malheureusement. Mais oui, on en a des stages à l'international. Ça fait plusieurs années, en fait, qu'il y a une collaboration avec la République dominicaine. Donc, des étudiants de 3e année. Et depuis 2 ans, c'était un mélange 2e et 3e année qui vont faire un stage de 2 semaines dans un bâti qu'on appelle, qui est un peu comme un bidonville en République dominicaine. Donc, les étudiants vont là-bas, vont faire un 2 semaines de stage au mois de janvier. Et ces heures-là peuvent être créditées par la suite pour leur stage final. Donc, ça, c'est une collaboration qu'on a depuis plusieurs années. Il y a aussi, dans le fond, depuis 2 ans, des étudiants de 3e année qui vont faire leur stage final en Belgique.
Donc, vraiment, là, toute la session. Là, on ne peut pas le faire cette année, malheureusement, à cause du contexte, mais quand même, là, ça s'est fait dans les 2 années précédentes. Donc, quelques étudiants sont partis en Belgique et nous avons reçu des étudiants belges ici qui ont intégré les milieux de stage ici à Valleyfield, là, et les groupes de supervision de stage aussi, donc ils sont vraiment intégrés avec les étudiants ici, avec les campus valenciens. Je voulais placer le mot. Il y a clairement une volonté d'encourager les stages à l'international dès qu'on le pourra. Hein? Oh oui, tout à fait. J'avais une petite question très intéressante. Est-ce qu'on peut enseigner l'éducation spécialisée après le DEC? Je vais me permettre de répondre à cette question-ci. La réponse est oui. Il existe différents cheminements pour devenir prof en éducation spécialisée. Moi, je recommanderais que le cheminement d'avoir travaillé sur le terrain, c'est quelque chose de riche, d'important, qui amène aussi, dans le fond, une richesse envers les étudiants pour ramener des histoires, des anecdotes, une expérience terrain. Mais dans le fond, nous, on est une grande équipe d'enseignants ici au département. Et on vient de différents champs disciplinaires, donc travailleur social, psychoéducation, criminologie. Et on a des éducateurs spécialisés formés justement avec la technique et qui ont un bac en pédagogie, donc en enseignement en formation professionnelle et technique. Donc on a, je dirais, dans le fond, cette représentativité-là là, pour les enseignants ici au département. Donc oui, c'est possible après une expérience et une formation dans le fond universitaire, là, minimalement dans le fond un baccalauréat. Oui, parce que c'est ça, dans le fond, la plupart des enseignants ici ont un bac en intervention et par la suite ont commencé à enseigner en ayant de l'expérience de travail aussi évidemment, mais c'est ça, comme toi Jérémy et d'autres collègues, vous avez vraiment une technique en éducation spécialisée, puis après ça, beaucoup d'expérience de travail et après ça, un bac en enseignement collégial, ce qui n'existait pas il y a, là, je ne sais pas le nombre d'années exact, là, mais mettons 15-20 ans. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant là, pour des personnes qui veulent aller se spécialiser dans l'enseignement là, au niveau professionnel ou collégial après avoir fait plusieurs années de travail. Tout à fait. Et il existe d'autres formes d'avancement aussi comme éducateur spécialisé, dépendamment des centres, dépendamment des employeurs, de devenir coordonnateur clinique, donc chef d'équipe dans des petites équipes, là, dans des centres de réadaptation, par exemple, de devenir gestionnaire moyennant une formation additionnelle souvent qui se fait avec les employeurs. Donc, c'est possible aussi comme éducateur spécialisé d'accéder à d'autres professions au sein même là, des établissements pour permettre une certaine forme d'avancement, un renouveau. Donc, que ce soit dans l'enseignement ou encore dans la gestion ou dans le soutien clinique. Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je pense que oui. C'est ça. Ça, je pense qu'on l'a dit. Je pense qu'on l'a dit quelques fois. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Véronique? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est certain qu'on est toujours un peu en décalage avec la présentation que les gens voient, mais j'ai pas d'autres questions. On a fait le tour vraiment de ce qui était présenté sur les réseaux sociaux. Mais on va continuer à répondre en clavardage au cours des prochains jours si les gens ont toujours des interrogations. Tout à fait. Donc, c'est pas mal ça. Je pense qu'il conclut notre présentation. Donc, on espère que vous avez apprécié notre formule. Et puis, on espère vous voir là, en grand nombre, voir vos demandes d'admission si le métier vous intéresse. Tout à fait. Donc, les demandes d'admission, je l'ai dit rapidement tantôt. Puis, si vous êtes au secondaire, c'est sûr que les enseignants au conseil d'orientation vont vous en reparler en temps et lieu, mais c'est pour le 1er mars au SRAM, donc au plus tard le 1er mars. Autant pour Valleyfield que pour Saint-Constant, c'est sur le même site. Et à ce moment-là, là, vous pouvez vraiment faire votre demande en conséquence de ce que vous préférez là, comme endroit, dépendamment de où vous habitez. Donc, voilà. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.